Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à l'émission Éthique dans la société et les médias. Ce soir, nous nous retrouvons en ce vendredi pour animer une émission spéciale. Le 10 février dernier était le 100e anniversaire du décès du sultan Abdülhamid Han II. Un colloque, un événementiel a été organisé par la mairie d'Istanbul afin de commémorer ce décès. Afin d'échanger sur ce colloque et de faire un retour dans l'histoire, j'ai l'honneur d'accueillir ce soir sur nos plateaux l'arrière-petit-fils du sultan Abdülhamid Han II, Monsieur Jamil Adra. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir Atijane, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir assisté à notre émission. Et j'ai l'honneur d'accueillir aussi un passionné du sultan Abdülhamid Han II. Et d'ailleurs, vous étiez présent aussi aux commémorations du centenaire du sultan Abdülhamid Han, Monsieur Shaban Kiper. Bienvenue et bonsoir sur nos plateaux. Bonsoir, merhaba. De toute façon, vous êtes un des présentateurs de la chaîne Média France TV. Alors, je voudrais d'abord commencer par Monsieur Adra. Pouvez-vous vous présenter pour nos chers téléspectateurs? Volontiers. Je m'appelle Jamil Adra. J'habite à Paris, j'ai 69 ans. Je suis né au Liban et, on va dire, je suis à la retraite. Je suis l'arrière-petit-fils du sultan Abdülhamid par son fils aîné, Selim Efendi. La fille aînée de Selim Efendi, Nemika Sultan. La fille aînée de Nemika Sultan, Fethiye Sultan. Et certainement moi-même. Donc je suis de la quatrième génération. Voilà, je suis né au Liban. J'ai fait mes études scolaires au Liban, les beaux-arts à Beyrouth, puis après j'ai continué mes études à Paris. Je me suis marié, j'ai une fille qui a 31 ans. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Voilà un peu, j'ai un parcours professionnel dans différents pays, et plus particulièrement dans le domaine de la construction. D'accord. Je suis honorée vraiment d'avoir connu l'arrière-petit-fils du sultan ottoman. Alors, donc, ma première question consiste à vous demander, vous savez, le 10 février, il y a eu la commémoration du décès du sultan Abdülhamid Han II. Donc, cela fait quand même un siècle qu'il est décédé. Donc, quelle était la particularité de ce sultan Abdülhamid Han? On va faire un petit retour à l'histoire, pour essayer de présenter les grandes lignes de son règne. Donc, quelle était la particularité de ce sultan par rapport aux autres sultans ottomans et par rapport au monde musulman? La parole est à vous, Monsieur Adra. D'abord, je dirais, le plus important, c'est que je ne suis pas historien. D'accord. Donc, effectivement, les éléments que j'avance sont tirés soit de la mémoire familiale, soit des ouvrages qui sont à la portée, des ouvrages historiques qui sont à la portée de tout le monde. Pour résumer, c'est un sultan, peut-être c'est le dernier des sultans ottomans qui a régné d'une manière absolue. Il a régné pendant 33 ans. Après lui, il y a eu certainement le sultan Reşat, Mehmet V Reşat, puis Mehmet VI Vahdettin, qui, eux, ont régné pratiquement dans une monarchie constitutionnelle avec très peu de pouvoir. C'est aussi un personnage historique qui a été, à mon sens, à moi, et de manière très objective aussi, on le retrouve chez les historiens de nos jours, qui a été excessivement diffamé, avec une volonté bien précise de caricaturer son image, mais dans un dessin politique, certainement. Donc il a régné pendant 33 ans, il était jeune, quand il a accédé au pouvoir, et il a retrouvé un pays qui avait perdu pratiquement le quart de ses possessions balkaniques à cause de la guerre russo-turque, c'est-à-dire de l'offensive russe et à l'est
dans le Caucase, et à l'ouest par la Bulgarie et la fameuse bataille de Plevna de 1877. Donc il a retrouvé un pays exsangue, avec des millions d'immigrés, excusez-moi, avec des millions d'immigrés qui ont certainement fui toutes ces provinces-là envahies, et un État en faillite. Pour résumer, il a transformé ça en Dar Saadet, c'est-à-dire avec des projets et des réalisations, tant dans le domaine éducatif, de la santé, sociale, de l'infrastructure, des services des eaux. On en parlait tout à l'heure, je dirais, dans le bureau annexe, sur les réalisations, pas seulement dans la Turquie actuelle qui reste, mais aussi dans tous les pays de l'Empire, tous les pays actuels de l'Empire. L'Empire englobait l'équivalent de 52 pays actuels. Vous avez une idée de ce que c'est? Oui. Voilà, c'était ça. Il a certainement eu une opposition farouche, je dirais, de la part des grandes puissances de l'époque, la Russie, l'Empire austro-hongrois, mais aussi l'Empire britannique et l'Empire français. Et il avait une approche, je dirais, diplomatique de jouer l'équilibre comme un réel apothicaire, de jouer l'équilibre entre les grandes puissances afin de rester en dehors, je dirais, de leur influence et de leur... pour ne pas être pris en tenaille. Voilà, il y a eu deux époques dans sa vie. À mon avis, la première partie, et je crois que les fonds et la collection privée de M. Kipper, qu'il a eu la gentillesse de me passer et que je suis en train d'étudier avec passion, montre que la presse a été, la presse européenne, la presse française, c'est-à-dire l'illustration, le Nouvel Illustré, c'est le journal, vous retrouvez effectivement deux phases. Une phase d'adulation, c'est comme le passionné du sultan Abdulhamid, puis après une deuxième phase où c'était vraiment l'homme à abattre. Je vais juste vous lire même pas un passage, je dirais, mais ça vous éclaire un peu sur le ton que la presse utilisait à cette époque-là. Par exemple, voilà un article de la revue encyclopédique Je sais tout, daté de 1906. Un jour que, suivant sa coutume, Abdulhamid, entouré de sorciers et de mages, se faisait lire l'avenir, Abdurrahman et Sin, etc. Donc, je passe. Donc, il était entouré de... C'est le calife de l'islam. Il était entouré de sorciers et de mages. Bref, il a régné là-dedans 37 ans. Mais un simple calcul, effectivement, montre que ce n'était pas le cas. Donc, vous avez une campagne de désinformation qui a été lancée, et ce n'est pas sans raison que les historiens français, dont Hitzel en l'occurrence, parlent de ce siècle, le 19e et début du 20e siècle, du siècle de la turcophobie. Et je dirais, à partir de cette date-là, c'était la tête de Turc, dans le sens figuré du terme. Très bien, merci. Et monsieur Kipper, passionné il est difficile de s'exprimer après Djemil Bey, mais je pense qu'il a résumé en quelques phrases la réalité.
Abdulhamid était le 99e calife de l'islam, le 34e sultan ottoman. Il a régné donc pendant 33 ans, de 1876 à 1909. Et c'est vrai que c'était une période trouble et une période difficile. Malgré cette période trouble et malgré cette période difficile, c'est un grand sultan où, avec une volonté, je dirais, politique, ou avec une campagne volontariste, il a essayé dans tous les champs d'essayer d'élever l'Empire ottoman, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, les chemins de fer, notamment c'est lui qui a initié les chemins de fer Hicaz Demir Yolları. Et c'est vrai que à partir de 1901-1902, il y a une vraie campagne de désinformation, notamment qui est venue d'Occident, notamment de la presse française à son égard. Mais je pense que c'est pas que la campagne. Derrière, il fallait abattre le califat ottoman. Et pour plusieurs raisons, c'était pour des questions de volonté, de colonisation, je dirais de volonté d'impérialisme. Donc d'un côté, il y avait les Français, de l'autre côté, les Russes. Il a parlé de la guerre ottomano-russe, on dit Doksanuch Harbi, mais c'est 1977-78. Et de l'autre côté, il y avait les Anglais, donc les Français, les Anglais et les Russes. Et pour qu'ils puissent... Donc, il ne faut pas oublier qu'on est à une période juste au commencement de la révolution industrielle. Donc on découvre l'or noir. Exact. Et donc, à un moment donné, celui qui pose problème pour qu'on puisse puiser ses ressources naturelles, c'est le sultan Abdulhamid, premièrement. Et l'autre élément, c'est aussi la déclaration Balfour, c'est aussi la création d'un État israélien. Et je veux dire, Abdulhamid était les deux freins à, d'une part, l'exploitation de ces terres du Moyen-Orient, et deuxièmement, il était aussi le frein à la création d'un État israélien, donc la déclaration de Balfour de 1917. Donc il fallait qu'il ne soit plus dans l'autorité. Donc on a tout fait, notamment il a été emprisonné, mais je pense qu'on en reviendra par la suite. Et donc c'était l'homme à abattre. Donc on a fait une vraie campagne de désinformation à son égard. Djemil Bey a parlé d'une campagne excessivement diffamatoire. Je ne dirais pas excessivement, c'était vraiment une volonté. C'était vraiment une volonté de le nuire en termes d'image. C'était de la désinformation. Désinformation. Et aujourd'hui, les historiens, après ce recul-là, il y a une nouvelle génération d'historiens en France. Il y a une émergence d'historiens en Turquie qui examinent les faits, non pas seulement de l'histoire en tant que datation, mais en tant de cause et d'effet. Oui. Et donc, dans une approche vraiment géopolitique. Et à ce moment-là, on comprend mieux Abdulhamid. Et il y a une phrase, et je termine, de Necip Fazıl, donc un historien en Turquie, ou un poète, qui disait que comprendre Abdulhamid, c'est comprendre tout. Abdulhamid'i anlamak, her şeyi anlamaktır. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde la période du sultan Abdulhamid, je pense que ça nous permet de mieux comprendre le monde d'aujourd'hui, de 2018. C'est clair. Et d'ailleurs, on vous avait parlé des moments difficiles du sultan Abdulhamid Khan, de la période vraiment où il commençait, on va dire, je ne sais pas si on peut vraiment dire le mot, qui commençait à chuter en fait, et comment en fait il a su mettre en œuvre une stratégie pour pouvoir continuer à régner. L'équilibrage entre les puissances. Voilà, l'équilibrage. Et effectivement, c'était lui, les entretiens qu'il avait avec les ambassadeurs. Et pour ne citer qu'un seul, l'ambassadeur britannique Laird. C'est lui qui recevait l'ambassadeur. Il discutait en se promenant dans le palais de Yıldız et dans le parc. Et je dirais, il avait des relations personnelles avec les ambassadeurs qui fait que, effectivement, comme il n'y avait pas d'intermédiaire, les messages étaient plus faciles à être compris. Juste pour vous situer qui était l'ambassadeur Léard,
Vous connaissez certainement le fameux tableau de Fatih, qui est fait par Bellini. Alors, un jour, se promenant dans le palais de Yıldız, Layard tombe je dirais, en admiration devant ce tableau-là. Effectivement, rien n'est dit. Ils continuent leurs entretiens. Le soir, un courrier vient à l'ambassade avec un emballage. Le tableau était donné à l'ambassadeur, qu'il a gardé dans sa famille, et après son décès, ils l'ont légué au National Gallery à Londres. D'accord. Donc, c'est l'équilibre entre les puissances, c'est le fait de garder une certaine neutralité, c'est le traitement direct des relations diplomatiques par son intermédiaire. Qui a fait Comme ça, qu'il a pu qui a gérer fait son tous les historiens, je dirais aujourd'hui, qui soient pro ou anti Abdulhamid, savent qu'il a prolongé l'Empire ottoman au moins de 30-40 ans. C'est quand même énorme, 30-40 ans. C'est énorme. Et je rajouterais, le sultan Abdulhamid est un des sultans qui ne s'est jamais déplacé de Payitaht. C'est-à-dire qu'il n'est jamais sorti dans un pays, on va dire, étranger. Mais il a reçu beaucoup d'hôtes, notamment l'empereur d'Allemagne, Wilhelm II. Il l'a reçu quand même 2 fois à Istanbul. Wilhelm et bien d'autres. Notamment, par exemple, à Sultan Ahmed, il y a la fontaine allemande. Moi, je pensais que la fontaine allemande avait été réalisée par les Ottomans. En fait, non, c'est les Allemands qui l'ont réalisée. Et le sultan Abdulhamid l'a placé le lieu où il l'a reçu. En fait, c'est ça, si je me trompe pas. Exactement. À côté de Sultan Ahmed, c'est là qu'il l'a accueilli. Et il a placé, c'est-à-dire le cadeau qu'il a offert, c'est vraiment un grand cadeau, quoi, hein. Je veux dire, c'est une grosse fontaine. Mais il faut voir le fait que, effectivement, les monarques, les chefs d'État, à l'époque, ne se déplaçaient pas comme aujourd'hui, où vous avez des présidents qui font 5 pays par semaine. Ce n'est pas le cas, ce n'était pas le cas. Je dirais, c'était maintenir, peut-être pour je crois, le titre de l'ouvrage de Georgeon est révélateur en lui-même, c'est le sultan calife. Et peut-être c'est le dernier. Sûrement c'est le dernier. Et même François Georgeon, dans son livre, c'est la première ou la deuxième page, il parle de cette campagne diffamatoire dans les premières pages. Oui. Et il dit, regardez, il y a dans tel titre, dans tel journaux, dans la presse française, on porte des accusations sur le sultan Abdulhamid, alors qu'à cette période-là, il n'est même pas sultan. Ouais. Il n'est même pas sultan, il est Scheherazadeh, il est même pas aux affaires. Il n'a aucune responsabilité. Et il met les contre-vérités. Je trouve que l'ouvrage de François Georgeon, il est assez objectif, il est honnête, intellectuellement. Oui, c'est peut-être... c'est intéressant à lire. Il y a l'ouvrage de l'américaine Joan Haslip qui a été traduit en français, qui date des années, du début des années 60, je crois, publié chez Hachette. Il y a eu, face à cela, il y a eu pratiquement 60-70 ans où l'ouvrage clé connu par tout le monde. C'est comme si vous résumez la Turquie par Midnight Express. Hein. C'est l'ouvrage clé, le Sultan Rouge, de Jules Roy, préfacé par le colonel Lamouche, je crois, qui était instructeur ottoman. Et là, effectivement, il y a à boire et à manger. Mais, comme disait Beaumarchais, et à juste titre, calomnier, il restera toujours quelque chose. Vous voyez? Çamurat izi kalsın. Il y a une expression en langue turque aussi. C'est-à-dire, jette de la boue, il restera toujours une trace. Certainement. Donc, quoi que l'on fasse. Ça a été fait. Mais, et il y a à l'appui de ça
plein de dictons qui disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il doit y avoir au moins 10% dans ce que... N'est-ce pas? Oui. Mais la réalité est différente. D'accord. Et on va en venir à la réalité. Justement, les livres de référence historique nous indiquent aussi que la famille ottomane a été exilée. Oui. Pourquoi et quelles ont été les circonstances qui ont fait qu'ils ont été exilés? Je crois que c'est le cheminement chronologique des événements. Je dirais d'une part l'émergence de la République de Turquie, d'une part, et d'autre part, je crois que effectivement, il fallait se débarrasser d'une certaine manière des prétendants au trône d'Osman pour démarrer un nouveau chapitre en Turquie, à l'époque de Mustafa Kemal. Et donc c'est la raison pour laquelle la Grande Assemblée nationale de Turquie, TBMM, avait voté le 3 mars 24 la loi qui expulsait et bannissait du territoire les 144 personnes de la dynastie ottomane, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des hommes, y compris parfois leurs conjoints. D'accord, ils ont été dispersés un peu où? Alors, on leur a donné quelques jours pour quitter le territoire. Certains ont pris l'Orient Express, c'est le cas de ma grand-mère et de ma mère et de mes oncles, vers Paris. Mon grand-père maternel ayant fait ses études à Paris, lycée Louis-le-Grand, école polytechnique, école des mines, c'est le parcours X-Mine classique. Donc, je crois qu'il se sentait naturellement, ok, puisqu'on va être exilé, qu'on aille là-bas. Et chaque famille avait droit à 1000 livres or. Et mon arrière-grand-père, c'est-à-dire le père de ma grand-mère, a pris le bateau, le Jules César, pour Beyrouth. D'accord. Et donc, il y a toujours eu deux villes dans l'exil qui ont été des pôles. Paris d'une part, Beyrouth d'autre part. Et à partir de ces deux pôles-là, tout le monde s'est dispersé ailleurs, à partir de Paris, vers l'Angleterre, la Suisse, l'Espagne, l'Allemagne, et vers les Amériques. À partir du Liban, de Beyrouth, ça a été vers la Syrie, vers la Jordanie, l'Égypte et récemment l'Arabie Saoudite. D'accord, c'est quand même... Ou l'Irak, pardon, j'ai oublié l'Irak aussi. L'Irak. Donc l'exil a été comme ça et ça a duré jusqu'à... Il y a eu deux lois qui ont été votées, une de 52 permettant à la descendance féminine de revenir en Turquie et une de 74 permettant aux hommes aussi de revenir. Et il y en a eu parmi eux Il y en a eu, certainement. Il y en a eu. Actuellement, je dirais, le dernier événementiel a montré que ceux qui sont dehors sont beaucoup plus que ceux qui sont dedans. Mais c'est comme ça, là, je veux dire, par là. Après, il y a aussi les circonstances de la manière dont Abdülhamid a été abdiqué. C'est-à-dire en 1909, il a été abdiqué par les jeunes Turcs, par une armée qui venait de Selanik, donc Itav et Taraki. Et aujourd'hui, Itav et Taraki, c'était le vent nationalisme d'Occident, et qui était... Ces personnages-là étaient poussés par les grandes puissances occidentales, notamment les Français et les Anglais. Et donc, ce cheminement de 1909 à la création de la Turquie en 1920, après plus tard 23, et quand on prend la décision le 3 mars 1924, c'est qu'à un moment donné, ceux qui étaient au Rennes, à l'époque, donc Mustafa Kemal et ses compagnons, ne voulaient plus. Il y avait un Red Miras, c'est-à-dire qu'il y avait un passé ottoman
qu'on a voulu Qu'on veut effacer. Qu'on a voulu effacer. Et pour effacer ce patrimoine ottoman, pour moi, c'est même pas le patrimoine ottoman, on a voulu effacer le patrimoine islamique de la Turquie, c'est-à-dire le caractère et la sensibilité religieuse de la Turquie, c'est-à-dire son existence, parce que la qualité de la famille Osmanoğlu, des Ottomans, c'est que c'est une progéniture masculine, c'est-à-dire c'est une lignée masculine qui a continué pendant 600-700 ans. Et dans le monde musulman, c'est unique. C'est-à-dire lorsqu'on prend les différents empires musulmans, c'est pas la même famille qui a géré l'empire entre le début et la fin. Exact. Alors que chez les Ottomans, entre Ertuğrul Bey, Süleyman Shah et Ertuğrul Bey, son fils Osman, et le dernier sultan ottoman, Abdülmecid, ou dernier calife ottoman, Abdülmecid II, c'est la même lignée masculine qui a continué. Et je pense que ça a été aussi une manière pour la dynastie ottomane de régner. Et je pense que c'était une stratégie qui était juste. Et les compagnons de Mustafa Kemal, si je pense ils auraient attendu encore quelques années, à mon avis, ils n'auraient pas pu. Parce que la famille ottomane était aimée par le peuple turc. Parce que pour eux, c'était leur existence. Il y a énormément de références sur ça. Et même si aujourd'hui, avec 95 ans, 96 ans passés, si les Turcs aiment encore d'une manière, je dirais, passionnée, où ils adulent encore cette famille, ben c'est génétiquement et intellectuellement dans nos esprits, pour nous, cette famille a une place à part entière. Et je pense que Mustafa Kemal, pensant qu'à un moment donné, que les équilibres pouvaient changer en interne, il a pris une décision très dure, très draconienne. Pour moi, je veux dire, c'est une décision catastrophique, non seulement par rapport à la Turquie, mais par rapport au monde musulman. Parce que l'Angleterre, c'est une monarchie constitutionnelle. L'Espagne, le Danemark, les pays scandinaves, et aujourd'hui, ce sont les meilleures démocraties du monde. Et on aurait pu garder le califat ottoman et le califat musulman, et on aurait pu passer, de toute façon, on était passé à un système parlementaire. Pourquoi on a eu le besoin d'abolir le califat? Parce que par l'abolition du califat, c'est la famille, la dynastie ottomane qu'on a visée. Et c'est ça qui est, à mon sens, scandaleux et honteux. Pour moi, c'est une trace noire, indélébile, que malheureusement que le peuple turc porte dans son histoire. C'est ce qui est dommage, mais l'histoire, c'est l'histoire. Maintenant, il faut essayer de prendre ce qui s'est passé dans l'histoire et de l'appliquer maintenant aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui fait le gouvernement turc actuel. Il reprend l'héritage de leur empire ottoman. J'allais vous poser une question aussi sur le fait de... Vous savez, l'histoire, elle a été écrite parce que les gens font et par ce qu'ils ont dit. Mais on ne sait vraiment pas ce qu'ils avaient dans leur cœur. Donc, étant arrière-fils, arrière-petit-fils du sultan Abdülhamid Han II, avez-vous des souvenirs de famille? Qu'est-ce que vous pourrez nous partager? Je crois qu'il y a des souvenirs, on peut en parler des heures, et peut-être dans ce contexte ou dans un autre contexte. Mais je dirais, je vous raconterai ce que j'ai raconté là, le 10 février, quand mes proches étaient présents, quand on a visité, c'était notre dernière visite, le samedi 10. Samedi Beylerbeyi. 10 février, c'était à Beylerbeyi. Et en fait, il y avait des cousins et des cousines, mais aussi des petits-neveux jusqu'à la 7e génération. Donc on était, il me semble, on devait être autour de 35-40 personnes. Et donc, on n'arrivait même pas à rentrer tous dans la chambre. J'ai attendu qu'on soit dehors pour leur raconter, en fait, que dans cette chambre-là, effectivement, le papa des 4 dames, de mes 4 cousines, les petites filles de Aïcha Sultan, la fille du sultan, leur papa a été présenté au sultan quand il avait 1 an. Et elle ne savait pas ce détail-là. Non seulement ça, mais quand il a été emprisonné à Beylerbeyi, on lui permettait de voir sa famille une fois l'an.
c'était au Kurban Bayram, c'est-à-dire à la fête du sacrifice. Et donc, la dernière fête avant son décès, ça se situait vers le 26 ou 27 octobre 1917. Et donc, ma mère avait dans les 6 ans. Et c'est ce que je leur ai raconté. Donc, ils avaient les yeux comme ça, parce que c'est leur grand-mère. Et c'est la vérité. Et donc, ses parents, c'était la fille aînée de la première fille aînée, de la première petite fille du sultan Abdulhamid, et c'est son fils aîné. Donc, on lui avait fait une très belle coiffure, en forme de turban, comme ça. Alors, je vous explique, je ne suis pas très... Mais je crois que les cheveux étaient retournés en rouleau. D'accord. Et donc, ça faisait un turban. Et que le sultan a trouvé super, il l'a félicité. Ma mère était à l'âge de 5 ans et demi, 6 ans. On est très impressionné comme enfant. Et elle avait retenu cette phrase-là que son Dédé l'a trouvée très belle. Elle a gardé cette coiffure-là pendant 60 ans. On a dû intervenir, je dirais, pour lui faire changer. Ça, c'est une il y a plein de souvenirs comme ça, on pourrait passer des heures. Est-ce que ça vous convient? Ça me convient. On pourrait en ajouter encore un ou deux si vous souhaitez. Peut-être ta première visite en Turquie. Ah, oui, peut-être, effectivement. Vous avez raison. Donc, comme je vous ai dit, on habitait le Liban. Et le fils aîné du sultan est décédé là-bas. Mes grands-parents sont restés jusqu'à la publication de la loi de 52. Et donc, quand la loi a été publiée permettant au sultan, à la lignée féminine de pouvoir entrer en Turquie, ils ont fait leurs formalités. Et pour faire leurs formalités, ils devaient obéir à la loi de 1934, qui interdisait l'usage des noms et des titres tels que Sultan, Hanım Sultan, Effendi, Bey Effendi, etc., Damad. Donc, ils ont fait leur démarche auprès du tribunal au Liban et ils ont changé leur nom. Il fallait bien choisir un nom, puisque la loi de 1934 imposait le patronyme en Turquie. Et donc, ils se sont dit comment choisir un nom. Ils ont pris le Coran, ils l'ont ouvert. Ils se disaient, on prend le nom de la sourate. C'était Yassine. Ils ont pris le nom Yassine. Ce n'était pas, c'est plus tard que c'est devenu la mode que tous les descendants deviennent des Osmanoglu. Ce que je trouve... bon, chacun fait ce qu'il veut. N'empêche. Donc, ils sont rentrés en Turquie. Et c'était pour eux. Ils se sont établis sur la côte anatolienne d'Istanbul. Je ne sais pas si vous connaissez, dans la côté Bostancı, pas loin de Suadiye, etc. Et donc, nous, on avait décidé, ma sœur aînée venait de se marier au printemps 55, et mes parents ont dit, très bien, il faut qu'on aille voir nos grands-parents, et on va amener les jeunes mariés. Et donc, on est parti en 2 voitures, pendant 3 jours, en voiture. Du Liban, en passant par Antakya, Iskenderun, Adana, Pozanti, Ankara, Istanbul, etc. Bref, et on a passé 3 mois là-bas. 3 mois, quand même ça. C'était en même temps le voyage de noces de ma sœur aînée, ma sœur cadette et moi-même avons effectivement passé de très bonnes vacances. Et à partir de là, ça a été chaque année nos vacances scolaires qui étaient 3 mois, et non pas comme 2 mois maintenant, ou moins. Donc on les passait à Istanbul chez nos grands-parents. Et c'est des vacances inoubliables certainement, mais il fallait voir un peu les
je dirais, au fur et à mesure qu'on se rapprochait d'Istanbul, euh, enfant, je ne comprenais pas pourquoi. Ma mère ouvrait la vitre et humait l'air. Et en fait, c'est la brise du Bosphore. Je crois que c'est le plus important. Voilà. C'est c'est des souvenirs comme ça, hein. Pas toujours très agréables, mais je pourrais vous en raconter longtemps. Mais On va en rester ici, on vous remercie en tout cas beaucoup. Et je vais quand même rester dans la famille ottomane, dans la famille du sultan. Quelle était la relation avec sa famille, la relation du sultan Abdulhamid? je crois, je vous conseillerais vivement de lire les mémoires écrites par sa fille, Baba Abdulhamid. Traduit en français, mon père, le sultan Abdulhamid, du palais à son exil. C'est Aïcha Osmanoğlu. Et là, effectivement, elle raconte la vie quotidienne d'un personnage simple, contrairement à ce qui a été raconté. je dirais, tout le fond documentaire de Shaban Bey le dit ici. Mais c'est quelqu'un qui a eu une vie simple, modeste, qui aimait bien travailler de ses mains, parce que tous les sultans ottomans ont été d'une certaine manière éduqués à avoir un métier manuel. Lui était ébéniste. Et il y a effectivement certains vestiges qui restent dans à Istanbul de ces réalisations d'ébénistes. Contrairement à ce que l'on croit, je crois on a deux images totalement à l'opposé. Oui. Mais lisez ces mémoires-là. Elles racontent la vie quotidienne un peu, comment il... vraiment. Maintenant, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de souvenirs de famille. D'accord. Et Monsieur Kipper, vous l'avez lu ce livre, tant passionné? Ça parle de... En fait, c'est Aïcha Osmanoğlu qui explique d'une part son père. Elle commence par les habits au début du livre, comment il était, ce qu'il aimait, jusqu'aux vêtements. C'est-à-dire c'est un livre très méticuleux où elle explique vraiment tous les détails. Elle explique la période de l'exil lorsqu'il a été emprisonné à Salonique, et de quelle manière, parce qu'elle l'a accompagné, et de quelle manière quand il était en Grèce, je veux dire, il y a des phrases et des comportements où on a touché la dignité du sultan. Donc, tout ça, elle explique vraiment d'une manière très détaillée. Et elle explique le retour à Bey el-Erbeyi. Donc, le livre reflète vraiment la réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, sur le sultan, c'est vraiment le livre de référence. Babam Sultan Abdülhamid, mon père, le sultan Abdülhamid, du palais à l'exil. Je veux dire, c'est un ouvrage de qualité. Aïcha Osmanoğlu a eu deux enfants. Un qui s'appelle Osman Nami, paix à son âme, qui a décédé le 15 juillet 2010, donc en Turquie. Et il y a eu une posture très rare chez les personnes de la troisième génération. Cemil Bey, c'est la génération juste après, c'est la quatrième génération. Donc, lorsqu'on dit troisième génération, c'est souvent des personnes qui sont nées à Istanbul. D'accord. Et donc, qui sont partis à l'exil lorsqu'ils avaient 8 ans, 10 ans, 15 ans. Exact. D'accord ? Donc, et donc, cette troisième génération, il faut que tu me corriges si je me trompe, c'est le seul qui est revenu en Turquie en 74 pour y vivre. C'est des Osmanoğlu, en fait. Comment? Il s'appelle Osmanoğlu. La famille. Osman Nami Osmanoğlu, il s'appelle. Donc il est décédé. Ce monsieur-là a eu donc 5 filles, dont 2 qui vivent en France, une au Mexique et 2 en Turquie. Et de cette troisième génération, c'est le seul qui a fait le choix d'une manière délibérée de vivre en Turquie. C'est vrai que c'est très sentimental et en même temps très douloureux.
c'est comme l'exemple qu'il donnait de sa maman par rapport aux brises du Bosphore. Et je pense que le fait qu'il est issu de cette famille, il a voulu à un moment donné poser un acte pour vivre. Je crois qu'il a vécu du côté de Fethiye, Marmaris. Hissag Unu, Marmaris. Marmaris. Donc il a vécu, il est décédé à Istanbul. Et à l'époque, donc le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan était présent lors de ses obsèques. Donc il était présent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en Turquie, on peut dire que la Turquie d'aujourd'hui, elle est sur une lignée de réconciliation avec son passé ottoman. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes vendredi, nous sommes en train de parler du sultan Abdülhamid, et en même temps que nous parlons de ça, il y a la série d'Abdülhamid sur TRT. Okay. Donc, il y a une émission sur... Mais on va concurrencer... Ce soir, on va concurrencer TRT. Nous allons battre les records ce soir. Média France TV va dépasser TRT. Non. On va rester ici. Vous avez dit tout à l'heure que les arrière-petits-fils du sultan Abdülhamid étaient un peu dispersés partout, en Amérique, en Europe. Toute la famille ottomane a été dispersée. Et donc, avez-vous eu un contact, pas durant la commémoration du 10 février, mais bien avant? Oui, est-ce que vous étiez en contact? On a avec quelques cousins à Paris, en 1999, pour le 700e anniversaire de la dynastie. On a créé une association familiale réservée exclusivement aux membres descendants de la famille ottomane de toutes les branches. Et cette association, qui s'appelle Hanedan Maison d'Osman, c'est une association 1901. Et elle est gérée par un autofinancement des cotisations de ses membres, et rien de plus. Donc l'objectif était plus particulièrement d'abord de renouer ou de recréer les relations entre les membres qui sont apparentés les uns aux autres, mais qui ne se connaissent pas et qui sont dispersés à l'époque, dans 15 pays. Donc, le deuxième objectif était d'avoir une structure qui permettait de défendre l'honneur et les intérêts des membres ottomans qui vivent un peu, je dirais, hors de Turquie. Oui. Et le troisième objectif, mais vous pouvez consulter effectivement l'annuaire des associations, vous retrouvez des objectifs là-dedans. C'est plus particulièrement, je dirais, de perpétuer les traditions, de les maintenir et de les perpétuer. C'est ce que nous faisons à travers des publications telles que les arbres généalogiques qu'on fait. On avait une newsletter trimestrielle qui permettait, en bilingue anglais-français, qui permettait de savoir qui était qui et qu'est-ce qu'il en est advenu ou quoi. Oui. Donc c'était maintenir ce lien-là et surtout avoir un recensement exact et avoir je dirais, un carnet d'adresses à jour. Oui. Surtout être à l'écoute, je dirais, des uns et des autres et permettre de créer des liens qui, aujourd'hui, quand je vois, c'est-à-dire 19 ans après, quand je vois comment les liens se sont établis, j'ai un petit sourire et je me dis, au moins, ça a servi à quelque chose. Et sinon, comment vous communiquez entre vous? Parce que je pense que la langue commune que vous avez, ça doit être quand même l'anglais, non? Non, pas nécessairement, effectivement. Si vous vous retrouvez dans un restaurant avec beaucoup de gens qui parlent en même temps comme aux Nations Unies, dites c'est des Ottomans. Parce que vous avez au moins, en moyenne, ils sont minimum trilingues, sinon quadrilingues. Donc vous entendez de l'allemand, de l'anglais, de l'arabe, du français, du turc, du portugais, de l'espagnol, et ainsi de suite.
Donc, je dirais, une fois, un journaliste en Turquie m'a posé la question, il m'a dit, mais on pensait que les Ottomans, c'est des gens très arrogants et hautains, on ne pensait pas que c'est des gens comme nous. J'ai dit, la seule différence, c'est une famille exactement comme la famille moyenne turque. La seule différence, c'est qu'ils parlent plus de langues que vous. C'est le seul avantage. Et le reste, chaque famille a ses petites histoires, a ses avantages, ses inconvénients, comme une famille normale. Seule différenciation, ils parlent plusieurs langues. Apprenez des langues, apprenez des langues. Et vous, Monsieur Kipper, vous avez fait connaissance avec tous les membres de la famille ottomane? Tous les membres, non. En fait, moi, c'était en 2011, quand il y a eu en France la loi sur la négation du génocide arménien, oui, qui a été retoquée par la Cour constitutionnelle. Je me suis dit, qu'est-ce que la presse française de l'époque a écrit sur ce sujet-là? Et lorsque je suis allé voir un vendeur de journaux anciens, il m'a dit, tu sais, il y a un sultan chez vous où on le retrouve très souvent dans la presse française. Ouais. Alors j'ai dit, ah bon? Et moi je ne savais pas, jusqu'en 2011, je ne savais pas qu'on parlait du sultan Abdulhamid chaque semaine dans les hebdomadaires français. C'est-à-dire que ce n'était pas des quotidiens à l'époque, c'est des journaux qui sortaient une fois par semaine. Et j'ai dit, ah bon? Il m'a montré un journal, il m'a dit, regarde, là, tu as le sultan Abdulhamid, regarde celui d'après, on reparle de lui, et tout, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les événements de 1915. Oui. Et donc, je me retrouve face au journaliste, et il me dit, voilà il a... Je pense que si tu peux le tourner à TJ pour le... Voilà. Quelle date? 1876. Ça, c'est la collection particulière privée de Monsieur Kipper. Et donc, ça, c'est... Illustration. Ça, c'est le... Je montre à la caméra. C'est le journal. La semaine, il est arrivé au pouvoir donc le 31 août 76. Et donc, c'est le journal de la semaine d'après. C'est le journal de la semaine d'après. Donc, qui parle que, voilà, le sultan Abdulhamid. Et donc, il y a un article sur lui. Souvent, il est en première page et dans les pages à l'intérieur, il y a un paragraphe ou des fois plusieurs paragraphes en fonction des événements. Et donc, le vendeur de journal m'a dit que, en fait, on parle énormément de ce sultan. Et c'est par ce billet-là où j'ai dit, écoute, est-ce que je peux te les acheter? Il m'a dit, oui, oui. Alors, j'ai acheté ces deux journaux. C'est le début du virus. C'est le début du virus. Et après, quand j'ai acheté ces deux journaux, je me suis dit, mais... C'était exactement les mêmes interpellations que ce que Djamil Bey vient d'expliquer au début de l'émission. Je me dis, mais ce qu'on nous a dit sur le sultan Abdulhamid, la presse française fait l'éloge. Lorsqu'il est arrivé, on fait l'éloge. Il est adulé en disant, voilà, c'est un sultan qui est très bien formé, très bien instruit, qu'il va apporter la paix dans le monde, etc. C'est exactement ces phrases-là qui sont écrites dans la presse française. Alors je me suis dit, mais est-ce qu'il y a d'autres journaux? Alors j'ai rappelé ce monsieur, il m'a dit, écoutez, il y a une pile de journaux sur son égard, sur ce sultan. Et il est énormément demandé. Et après, par Internet, par d'autres amis, par d'autres réseaux, j'ai commencé à collectionner énormément de journaux sur le sultan Abdulhamid. Et une fois que j'ai commencé à collectionner ces journaux-là, je me suis dit, mais on nous a toujours dit qu'il y a des membres de la famille ottomane qui vivent en France, et je n'avais pas de contact. Et en 2006... dans le cadre d'un projet que TLT a organisé, une journaliste qui s'appelait Kerime Şen Yücel, et que je salue ici, elle parle français, Kerime. Elle parle français. Elle parle français. Et elle a réuni tous les membres et toutes les branches des Osmanoğlu qui existent dans le monde, dans tous les continents. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a réuni tous les membres des membres de la famille ottomane à Dolmabahçe en septembre 2006. Exact. Et donc ça a été la première retrouvaille depuis le 3 mars 1924, la première retrouvaille de toute la famille ottomane. Après, je n'étais pas présent, mais Djamil Bey était présent, donc il pourra l'expliquer mieux que moi. Et cette dame-là, je l'ai vue il y a de ça 2 ans au palais de Dolmabahçe.
de nouveau sur un colloque sur le sultan Abdulhamid. Donc moi je la connais parce que j'ai vu le documentaire sur YouTube. Donc je connais la dame, je connais son visage, je connais son nom. Et je suis allé auprès d'elle. Je lui ai dit, écoutez madame, j'ai besoin de votre aide. Elle m'a dit, mais qui vous êtes? J'ai dit, écoutez, je suis un passionné du sultan Abdulhamid et j'aimerais j'aimerais prendre contact avec les membres de la famille ottomane qui vivent en France. Et elle m'a aidé. Elle m'a dit, écoutez, je lui ai montré ma collection. Je lui ai dit, écoutez, je suis sur le projet d'un ouvrage. Est-ce que vous pouvez m'aider à contacter ces personnes-là? Et donc c'est par son intermédiaire que j'ai pris attache avec Djemil Bey, avec Fethi Hanım, avec Youssouf Medjid qui vivent en France et les autres membres de la famille. Très bien. Donc c'est à travers ces journaux-là que j'ai pu joindre les membres de la famille. D'ailleurs, vous étiez aussi contributeur par rapport au programme qui a été organisé. Il a été d'une aide incontournable. Il est très humble, il ne veut pas le dire, mais, mais il a beaucoup travaillé. Sans Shaban Bey, je dirais, on n'aurait pas fait ça. D'accord. Il a quand même initié ce projet. Il a été, je dirais, les organisateurs locaux en Turquie sont importants, certainement, mais celui qui a suivi réellement les uns et les autres par contact direct, c'est Shaban Kiber. On remercie, monsieur. Et on lui doit beaucoup ça. J'ai contribué, j'ai essayé d'être facilitateur. Djemil Bey est une pièce maîtresse, je veux dire, il est humble. Je veux dire, c'est une autorité morale dans la famille. Le fait qu'il connaît très bien le Moyen-Orient et qu'il connaît très bien également l'Occident, le fait qu'il a un biparcours, je dirais, sur les deux rives de la Méditerranée, donc il connaît ces deux personnes. Il connaît l'ensemble de la famille. D'accord. Et pour finir, ma dernière question, avant de clôturer l'émission de ce soir, que pensez-vous en fait de l'initiative de l'État turc sur le fait de réunir les petits-enfants d'Abdulhamid Han? Je crois que c'est une initiative, d'abord, c'est un événement exceptionnel. Exceptionnel par son caractère de commémoration du centenaire et à l'origine, c'était une démarche purement familiale qu'on entreprenait. Mais la visite du président de la République turque à Paris, le fait début janvier, je crois, et le fait qu'il apprenne que des membres de la branche hamidienne souhaitaient commémorer ça, a fait en sorte à ouvrir toutes les portes. Et je crois que c'est un excellent début d'une réconciliation, et on lui doit beaucoup. Il faut être honnête, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, sans la volonté, la détermination du président de la République de Turquie, cet événement n'aurait pas été ce qu'il est. Mais on n'oublie pas effectivement que depuis 15 ans, il travaille à cette réconciliation. D'accord. Et même discrètement, mais on le sait. Vous avez eu des... Je préfère ne pas en parler. D'accord. Si ça ne vous dérange pas. Mais non, bien sûr. C'est votre droit. Mais la réalité est là. Je crois que c'est quelqu'un qu'il faut juger par les actes. Et les actes sont là. Je pense que Djemil Bey dit quelque chose de très important. Et je terminerai mes propos en donnant deux exemples. Aujourd'hui, le palais présidentiel d'Istanbul, du président de la République, est à Yıldız, Mabey'in Köşkü. Et à côté de Mabey'in Köşkü, il y a la mosquée Hamidiye. Et donc ces deux, un à la mosquée, donc qui est entièrement rénovée, qui est splendide, magnifique, joliment rénovée. Et de l'autre côté, donc ces hôtes qui l'accueillent à Istanbul, ils les accueillent à Mabey'in Köşkü. Et donc ce sont des lieux que le sultan Abdulhamid a construits. Ouais. Et donc, quelque part, il envoie ce message clair, net et précis, non seulement en interne à la Turquie, mais en externe, en disant, voilà, la Turquie est la continuité de l'Empire ottoman, et le fait qu'il a choisi les palais du sultan Abdulhamid, je pense que ça a une symbolique très forte. C'est clair, c'est clair. Avant de clôturer l'émission, avez-vous d'autres choses à ajouter, monsieur Abraham? J'aimerais vous remercier surtout. Moi, je vous remercie. C'est pour moi une occasion, et j'espère que ça sera là. On espère aussi, si avec vous acceptez bien sûr notre invitation. Certainement, il y aura d'autres cousins aussi qui souhaiteraient peut-être participer, pourquoi pas.
C'est super. Avec plaisir. Avec plaisir, on vous remercie d'avance. Et Merci, je tiens à vous remercier en tout cas d'être présent ici, d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes déplacé depuis Paris jusqu'ici. Vous avez fait vraiment des kilomètres juste pour... Disons, c'est le TGV. même. Nous souhaitions honorés de vous accueillir sur notre plateau ici ce soir. Vous aussi, Monsieur Kipper, d'avoir... vous nous avez aidé en tout cas à prendre contact avec Monsieur Adra. Nous vous remercions d'être présents ici aussi à nos côtés et vous remercie aussi, chers téléspectateurs, d'être présents tous les vendredis soirs ici à nos côtés et vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine, vendredi à 20h, en espérant vous retrouver. Que la paix soit sur vous.